Bonjour Frédéric. Bonjour Marion, Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. merci, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je te remercie pour cette invitation. Merci à toi. Alors, Frédéric, tu es la créatrice et fondatrice de la société Nature Insight, qui est donc spécialisée dans la conception, design et aussi développement d'actifs et d'ingrédients cosmétiques. C'est ça, Et donc parfait. aujourd'hui, on va parler ensemble. Quel est pour toi le triptyque gagnant justement pour développer un actif cosmétique qui soit innovant et différenciant? Bien, vaste sujet, mais très Exactement. intéressant. Donc en fait, pour moi, ce triptyque gagnant va s'articuler autour du sourcing, de l'éco-extraction et de l'objectivation de l'actif. Mais avant de partir de développer sur ces trois points, peut-être que ce serait intéressant de commencer par le point de départ, donc de dire en fait quel est le départ de l'idée de comment on s'inspire pour créer des ingrédients. Donc l'inspiration, pour moi, on va pouvoir la trouver déjà en observant la nature. Donc ça va être tout ce qui est bio-inspiration et biomimétisme. Donc on va pouvoir observer par exemple des mécanismes de communication entre les végétaux ou des mécanismes de symbiose entre certaines espèces ou encore des mécanismes de défense ou de protection de ces plantes. Et en fait, on va étudier quelles molécules rentrent en jeu dans ces mécanismes et on va ensuite chercher dans quelle matière première naturelle on va pouvoir retrouver ces molécules pour ensuite pouvoir les extraire et faire un ingrédient. Donc ça, c'est la première approche, on va dire. La deuxième approche, la deuxième inspiration, ce sera de regarder l'humain dans son environnement. Donc là, on va parler d'exposome, qui est en fait d'étudier l'influence des expositions auxquelles est soumis un individu au cours de sa vie. Donc, ça peut être des expositions environnementales aux agents chimiques, physiques, biologiques, des facteurs socio-économiques également. Oui, tout ce qui Et entoure, tout ce qui entoure en fait la personne, l'humain en général, que ce soit environnement, mais aussi sociétal et tout ce qui se passe au niveau de sa vie aussi, c'est personnelle. ça, de sa vie et de ce qu'il va recevoir aussi. Donc, ça peut être tout ce qui est impact de la pollution sur la peau, par exemple, ce genre de choses. Et il y a typiquement la société Séquence qui a lancé un programme longévité. Alors, ils ont aussi un programme sur la pollution, mais ils ont lancé un programme sur la longévité qui va étudier les zones bleues. Donc, en fait, ce sont des régions du monde où il y a une concentration record de centenaires qui sont en bonne santé. Donc, c'est des régions qui se trouvent en Italie, en Grèce, au Japon. Il y a aussi le Costa Rica. Et en fait, cette société va mener des études ethnobotaniques pour comprendre ces phénomènes de longévité sur ces populations qui sont dans ces zones géographiques. Et ils vont étudier, par exemple, leur alimentation, leur pharmacopée, leur médecine traditionnelle, pour étudier en fait les plantes que ces populations consomment et les métabolites impliqués dans ces phénomènes. Ouais, donc ça peut être aussi une source d'inspiration pour concevoir un ingrédient. Et enfin, il y a un troisième point qui est là plus mécanistique, on va dire, qui va être vraiment l'étude des mécanismes biologiques et leur implication au niveau de la peau. Donc, par exemple, dans les années 2010, il y a eu toute une tendance cosmétique autour de la technologie des sirtuines, parce que ces sirtuines sont des enzymes de la longévité qui sont impliquées dans la réparation cellulaire et dans le maintien des principales fonctions cellulaires. Et en fait, en se basant sur ce principe-là, il y a de nombreux actifs qui ont été développés donc pour stimuler ces sirtuines et lutter contre le vieillissement cutané. Voilà. Donc, en fait, bien évidemment, après, on peut s'amuser à merger ces différentes approches en fonction du concept de l'ingrédient que l'on veut développer. Et ça, ça va, Oui, vas-y, donc vas-y. ça va permettre d'aboutir à l'idée de l'ingrédient. Et, donc, en fait, ce sont des étapes qui sont relativement longues
quand même, parce que ça va nécessiter beaucoup de recherches bibliographiques, de recherches scientifiques, mais aussi beaucoup de curiosité et d'ouverture d'esprit pour regarder en fait tout ce qui se passe aussi sur les autres domaines en dehors de la cosmétique. Ah oui, donc c'est vraiment, comme tu dis, de s'inspirer donc soit de la nature, de ce que peut nous amener la nature en règle générale, de voir aussi comment est exposé l'être humain aujourd'hui et qu'est-ce qui peut impacter l'être humain et comment on peut Oui, voilà, améliorer ça. Et aussi peut-être les mécanismes biologiques qui sont affectés par exemple le vieillissement de la peau et des choses comme ça. Donc c'est vraiment d'aller chercher un peu et explorer par quoi on veut être inspiré et où on veut aller targeter en fait, quelle est la cible. exactement. Et après, bien évidemment, on va pouvoir mélanger ces différentes approches pour dire, pour lutter contre la pollution, on peut peut-être s'inspirer d'une plante qui a mis en place des mécanismes de protection contre des agressions de la pollution, par exemple, et cibler un mécanisme moléculaire pour mettre en évidence cette protection. Voilà. D'accord. Oui, donc, Voilà. c'est intéressant. Et une fois, Donc ça, c'est vrai. comment on va faire concrètement justement pour développer, une fois qu'on a un peu l'idée de ce qu'on veut faire, comment on va faire concrètement pour développer un actif? Alors concrètement, une fois que cette phase d'idéation est finie, on va pouvoir s'appuyer sur le premier pilier de ce triptyque, qui est le choix du sourcing. Hmm. C'est quand même le point de départ. Donc en fait, on va s'appuyer sur tout ce qui est. Donc on sait que depuis ces dernières années, on a la naturalité qui est vraiment très présente, et on a aussi un besoin de durabilité dans le sourcing et de pérennité. Et une des premières approches pour avoir une appro durable et pérenne, ça va être de mettre en place des filières végétales pour valoriser un terroir et aussi un savoir-faire local. Oui, parce qu'il y Donc, a le débat du local qui est de plus en plus fort aujourd'hui et aussi une appétence aussi par ouais. le consommateur et je pense aussi Mm. par la profession qui a envie de faire aussi développer du local. Voilà. Alors après, il va y avoir du local plus ou moins proche, Oui. mais voilà, typiquement, il y a les laboratoires Pierre Fabre qui ont développé une crème d'eau de bleuet pour la gamme Chlorane. Et là, en fait, Pierre Fabre va travailler avec des agriculteurs du Tarn pour la production de cette fleur dont est issu l'actif. Donc là, on est vraiment sur du local, du Made in France, mais on peut aussi citer par exemple la société Expanscience qui a des filières végétales avec le Pérou et le Burkina Faso, où en fait ils travaillent en partenariat avec des producteurs locaux. Donc là, il y a vraiment une volonté de la société de promouvoir l'économie locale et aussi un fort engagement parce qu'ils vont protéger la biodiversité en réalisant des programmes de reboisement pour lutter contre la déforestation, et ça avec des ONG locales. Donc, même si là, on n'est plus sur du Made in France, il y a quand même une volonté de mettre en valeur ce terroir particulier du Pérou, du Burkina Faso ou sur d'autres régions de France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des espèces qui sont intéressantes et qui ne poussent pas forcément sous nos latitudes. Et il faut quand même privilégier ces filières-là si on en a besoin pour concevoir ces actifs-là. Oui, et puis peut-être développer un partenariat durable, Exact, équitable exactement. pour tous en fait. C'est ça. Il y a vraiment une notion, dans la mise en place de ces filières végétales, il y a vraiment une notion de durabilité, d'engagement auprès de ces populations locales. Donc, il y a la filière par cet engagement de durabilité, aussi bien dans le temps que dans la biodiversité, ça permet d'avoir un approvisionnement qui est pérenne. Et il y a aussi une forte notion de mise en valeur du terroir et de la richesse régionale, parce que on sait aussi que la distribution en métabolites dans les plantes, elle va être vraiment dépendante du sol où elle est cultivée. Donc, on va vraiment pouvoir promouvoir cette zone géographique grâce à la richesse que l'on va développer grâce à ces filières végétales. Voilà, donc ça, c'est le premier axe, on va dire,
classique où finalement, on a besoin de développer, on souhaite développer un ingrédient et on va prendre des feuilles ou des fleurs d'une plante bien spécifique grâce à la mise en place de ces filières. Donc, Mais il y a aussi un... le sourcing qui est important. Donc, première chose, c'est le Voilà, sourcing. Et la c'est deuxième ça. chose? Le deuxième aspect dans ce sourcing, ça va être de travailler sur l'upcycling. Donc là, c'est plutôt que de produire une nouvelle matière première végétale, finalement, on va valoriser des coproduits issus de l'industrie agroalimentaire ou forestière, par exemple. Donc, c'est le cas de La Chaînée, donc, qui est une société cosmétique française, et qui a développé un actif anti-âge à partir d'écorce de chêne qui est coupé pour être utilisé pour produire des tonneaux. Donc ça, c'est vraiment français. C'est dans l'ouest de la France. Et on peut aussi citer l'exemple de BASF, qui a un programme Remboutant en collaboration avec des agriculteurs du Vietnam pour valoriser les différentes parties du fruit. Donc là, dans ce cas-là, ils ont, grâce à cet upcycling, ils ont développé 3 ingrédients. Donc il y a un premier ingrédient qui est hydratant, qui est réalisé à partir de la coque du fruit. Le deuxième, c'est un anti-âge qui est réalisé à partir des feuilles. Et le troisième, c'est un actif pour hair care qui est fait à partir des graines de ce fruit. Donc, on voit vraiment dans ces 2 exemples qu'on a une notion vertueuse de l'économie circulaire. Ça permet de diminuer les impacts environnementaux en valorisant ces déchets. Et on a vraiment aussi un aspect RSE qui est fort parce que de la même manière, on a des engagements auprès des collectivités locales pour travailler à recycler, à revaloriser toutes ces déchets. Donc, c'est vraiment penser en amont, en fait, vraiment de réfléchir. Donc, Mmh. à partir de l'idéation, d'avoir trouvé l'idée, quel actif on voulait faire. C'est vraiment le sourcing, mais aussi, comme tu dis, d'avoir ce cercle vertueux pour savoir comment on peut optimiser, en fait, au mieux les matières premières et les ressources qu'on a aujourd'hui, actuellement, pour avoir un développement et qui soit durable aussi et les C'est plus ça. euh, Mmh. pérennes. Pérenne, oui, c'est vraiment ça. Et dans l'upcycling, c'est vraiment de travailler sur des filières qui sont disponibles et où on peut vraiment trouver une plus-value dans ces déchets qui vont finalement peut-être partir sur du compost, ce genre de choses. Et finalement, faire de bons ingrédients avec ces déchets qui n'en seront plus. Ils sont Voilà. plus exactement. Et après, le troisième aspect du sourcing qui est très intéressant, et là on voit de plus en plus de développement dans ce sens-là, c'est tout ce qui fait appel aux biotechnologies. Donc là, ça va vraiment permettre d'avoir accès à des matières premières qui sont originales. Mhm. Donc dans les biotech, on peut citer par exemple les microalgues, tout ce qui est fermentation avec les levures et les bactéries. Et on peut aussi citer tout ce qui est culture de cellules végétales qui sont obtenues à partir d'un simple morceau de plante, donc soit une feuille, une fleur ou une graine. Alors, dans cette technologie, on peut citer Mibel, qui est vraiment le précurseur sur les cultures végétales, mais il y a aussi Sederma, Naolis qui ont de nombreux actifs basés sur cette technologie. Et l'avantage de cette technologie, donc des cultures végétales, c'est qu'on peut aussi stimuler ces cultures végétales en ajoutant des élicitateurs comme par exemple l'acide salicylique ou exposer spécifiquement ces cultures à des UV de manière à booster la production de certains métabolites de manière à apporter une composition différente par rapport à la plante qui sera cultivée en terre. Donc là, il y a vraiment une notion d'originalité dans cette matière première. Voilà. Donc, alors après, bien évidemment, ces approches de sourcing, elles sont complémentaires, hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais l'innovation et la différenciation, pour moi, dans cette approche de sourcing, elle va vraiment venir sur la sélection du terroir qui va valoriser certains métabolites par rapport à d'autres. Il va y avoir aussi une originalité par rapport à l'espèce sélectionnée, à son exotisme, couplé à sa composition chimique. Ouais, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ne pose pas sous nos latitudes. Donc, il faut aussi des fois ouvrir un peu notre panel.
Et l'originalité aussi vient du format. Donc, quand on fait appel aux biotech, pour avoir une matière première qui va avoir des métabolites qui ne sont pas forcément présents ou pas dans les mêmes concentrations que ce qu'on peut trouver dans la plante native sur pied. Et aussi peut-être pour ne Voilà. pas épuiser les ressources naturelles, entre guillemets, parce que la biotech, ça permet Aussi, aussi d'éviter l'épuisement des ressources. aussi. Effectivement, sur les cultures végétales, c'est vraiment l'avantage, puisqu'en fait, avec juste une graine, on va pouvoir avoir sans fin, on va pouvoir produire de la biomasse de cellules végétales et ça évitera de planter euh, ces plantes tous les ans, par exemple, si c'est des récoltes annuelles, hein, voilà. Donc, effectivement, il y a aussi une notion de protection de la biodiversité qui est importante sur cette partie-là. Oui, tout à fait. Donc, une fois qu'on a le sourcing, Alors, une fois qu'on a le sourcing, on passe à la deuxième étape, donc le deuxième pilier qui va être l'éco-conception de la matière, enfin de l'ingrédient, l'éco-extraction de cette matière première. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la notion de naturalité est vraiment très, très importante depuis ces dernières années et elle ne se limite pas à l'utilisation d'une matière première naturelle. Ça va aussi se traduire par l'utilisation de procédés ou de technologies qui sont vertes, qui respectent l'environnement. On essaiera d'avoir des technologies avec un impact environnemental le plus faible possible et on essaiera de ne pas faire appel à des solvants issus de la pétrochimie. Donc, en fait, c'est vraiment en s'appuyant sur ce socle de naturalité et de développement durable que l'on va pouvoir innover et se différencier en choisissant des technologies appropriées pour développer notre ingrédient. Alors, la c'est toujours première utile, approche, ce qui n'est pas toujours oui, évident de choisir les bonnes extractions et éco-extractions, en tout cas. c'est ça, c'est Mhm. ça. Donc, la première approche, ça va être déjà d'utiliser des solvants verts Mhm. pour avoir accès à des molécules qui sont habituellement extraites par des solvants pétrosourcés. Donc, alors, il y a plusieurs types de solvants verts. Les plus connus, ça va être par exemple le CO2 supercritique, où on va pouvoir extraire des molécules apolaires jusqu'à moyennement polaires. Donc, ça, on va avoir accès à une grande gamme, une large gamme de molécules. On a aussi l'eau subcritique qui est très intéressante comme technologie parce que dans ce cas-là, l'eau en conditions subcritiques va avoir un comportement similaire à des solvants organiques comme l'éthanol ou l'acétone par exemple. Et du coup, alors c'est avantageux parce que c'est une extraction qui est rapide et sélective. Et du coup aussi, on va avoir accès à des molécules qui sont habituellement inaccessibles par une extraction aqueuse. Donc, Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce que c'est beaucoup utilisé actuellement comme méthode? assez confidentiel, mais ça commence à devenir de plus en plus utilisé. Et justement, là, dernièrement, il y a quelques mois ou quelques semaines, il y a Saint-Science qui a sorti un extrait de romarin à l'eau subcritique. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que grâce à l'extraction subcritique, la fraction active est beaucoup plus concentrée que ce que l'on obtient habituellement dans une extraction conventionnelle. Et en plus de ça, par cette extraction, il y a toute une fraction non polaire qui n'est pas extraite, ce qui confère à l'ingrédient une activité biologique spécifique que l'on ne retrouve pas dans un extrait classique. Donc, c'est aussi intéressant de travailler dans ce cas-là avec de l'eau subcritique parce on arrive sur un extrait finalement de romarin sur quelque chose qui est original et qui a une activité biologique spécifique et qu'on ne retrouve pas sur Une des extraits extraction normale. classiques. Et voilà, classique du C'est romarin ça. actuellement. Donc, c'est tout à fait Voilà. intéressant d'utiliser ces nouvelles types d'éco-extraction, en tout cas. C'est ça. Il y a vraiment une forte notion de différenciation grâce à ces technologies-là. Mm. Mm. Alors après, on peut aussi, il y a encore d'autres solvants. Il y a aussi des solvants qui sont très intéressants. C'est les NADES, c'est les solvants eutectiques profonds naturels. Et il y a après tout ce qui est solvants agrosourcés qui sont aussi intéressants.
Et la deuxième approche, ça va être aussi d'utiliser par exemple des technologies pour intensifier ces extractions et finalement permettre d'avoir accès à des molécules qui sont situées au cœur du végétal, où finalement, par des méthodes conventionnelles, on n'a pas forcément accès. Donc, ça va être le cas des micro-ondes et des ultrasons D'accord. où en fait, les ultrasons, ils vont perturber les membranes végétales et les faire éclater. Pardon, c'est les ultrasons qui vont perturber les parois végétales et les faire éclater. Les micro-ondes, eux, de leur côté, vont permettre un chauffage au cœur de la matrice végétale. Et là, du coup, ça va permettre d'avoir un accès rapide à des molécules qui sont classiquement peu ou pas extraites. Donc, du coup, on va vraiment avoir une originalité de l'ingrédient grâce à sa composition chimique et du coup, ça va lui conférer une activité biologique originale ou spécifique et aussi un pouvoir olfactif très original. Et il y a de plus en plus de sociétés qui travaillent pour les parfums qui se dirigent vers ce type d'extraction parce que justement, on obtient des ingrédients qui ont un pouvoir olfactif très différent par rapport à ce qu'on obtient classiquement. Donc, on peut Euh, explorer une activité biologique différente, mais aussi au niveau olfactif, voilà, c'est d'avoir des ça. nouveaux types de parfums ou des Ouais. nouveaux accords qui seraient intéressants à Mhm. créer, en fait, avec ce C'est que... ça, exactement. Ça commence, là on dépasse un peu du scope, mais effectivement, toutes ces éco-extractions, toutes ces technologies vertes commencent de plus en plus à migrer, entre guillemets, vers la parfumerie, vers les fragrances, parce que ce sont des technologies qui sont vraiment très intéressantes pour avoir quelque chose d'innovant, qui Ouais. sort de ce qu'on obtient classiquement. Mais c'est intéressant parce que même il y a aussi cette notion de parfum actif, en fait, ou d'actif Oui. parfum, en fait. Ça dépend comment Mm. on veut le tourner, mais ça peut être avoir voilà, une matière première qui a une double efficacité, en fait. Mm, mm. Autant Oui, activité biologique qu'une activité olfactive. Donc, c'est ça aussi syncrétique. qui est Ah oui. intéressant peut-être d'explorer. Oui, les deux secteurs se rapprochent de plus en plus et se mergent l'un dans l'autre de plus en plus. Effectivement, on voit bien cette tendance de parfum actif qui vient. Mm. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Mhm. Et en plus de ça, l'avantage d'utiliser de telles technologies, c'est que ces procédés sont innovants et dans la plupart des cas, on va pouvoir avoir des procédés d'extraction qui vont être brevetés, brevetables. Et ça aussi, c'est un critère de différenciation quand on veut développer un ingrédient. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit aussi quand on veut développer un ingrédient. Oui, c'est toujours un petit plus d'avoir son actif breveté. C'est ça. J'imagine quand Ouais. même que ça a un certain coût, puisque quand même, c'est des techniques qui sont certes qui existent, mais qui demandent Mm. un certain coût aussi au niveau investissement, ou qui demandent pour les faire. Oui, oui, oui. Alors après, il y a, alors effectivement, d'installer ces technologies dans ses propres usines, ça nécessite de développer vraiment toute une gamme d'actifs dédiés, enfin, qui seront créés grâce à ces technologies. Après, de plus en plus en France, il y a de très bons prestataires qui proposent ces technologies et où on peut travailler donc justement avec ces prestataires qui disposent de ces technologies pour créer nos propres ingrédients si on ne veut pas forcément investir dans ces technologies. Mais il y a effectivement une notion de coût. Après, typiquement, on peut citer Solabia, qui a développé sa propre technologie en interne, qui est la technologie Solagreen superfluide, où en fait, ils ont associé le CO2 supercritique et l'eau subcritique, qui peuvent être utilisés indépendamment ou conjointement, et de manière à obtenir des extraits qui ont une composition chimique vraiment originale et donc une activité biologique spécifique. Donc là, dans ce cas-là, c'est eux qui ont Oui, développé en interne cette technologie spécifique. Donc,
il y a Ça quand vaut le même coup des de bien choses. réfléchir. En effet, comme tu disais, le Oui. sourcing, c'est intéressant de savoir si on va investir ou pas dans un sourcing particulier et savoir comme Pierre ou d'autres qui ont développé leur sourcing à eux. Et aussi au Ouais. niveau éco-extraction, c'est bien réfléchir, comme tu disais, les solvants qu'on peut utiliser ou les méthodes qu'on peut internaliser ou pas en fonction de la Ouais. capacité qu'on a envie qu'on a. C'est ça. Et voilà. Et après, vraiment, ces choix de développement en interne, c'est vraiment de trouver finalement des nouvelles technologies qui permettent d'avoir accès à un large panel de molécules. Comme ça permet vraiment d'étudier tout le scope de la plante, Ah oui, d'avoir accès à tous les métabolites de la plante. C'est pas uniquement peut-être oui. se restreindre à une partie polaire ou apolaire ou hydrophile ou lipophile, etc. Ouais, toutes Donc les là, il y potentialités. a toute une stratégie à élaborer en fonction de ce qu'on veut développer, en fonction de ce qu'on veut implanter dans son usine. Oui, et puis c'est vrai que comme tu dis aujourd'hui, il y a tellement d'actifs aussi que ça peut être intéressant de réutiliser peut-être un actif qui est connu, mais enfin, une matière qui est connue, mais d'aller chercher d'autres méthodes d'extraction pour vraiment objectiver toute la plante, hein. C'est ça. Tout son Ouais. potentiel en fait au niveau métabolite. Ouais. Et en plus de ça, même si voilà, dans le cas du romarin, le romarin, c'est une très belle plante, mais il n'y a rien d'original quelque part. Mais finalement, par cette méthode d'extraction et par certainement l'objectivation qui a été faite ensuite de l'ingrédient, Saint-Cyr arrive à proposer un ingrédient qui est spécifique et original. Donc, il y a vraiment toute cette étude en amont qui va donc de rechercher de ce que contient la plante, de ce qu'on peut mettre en valeur, de ce qui n'a pas encore été fait, pour vraiment trouver une nouvelle activité qui peut être intéressante pour la cosmétique. Donc, c'est finalement un travail sans fin, on va dire. Et c'est ça Exactement. qui est Et c'est ça qui est intéressant. génial. Et oui, et te dire encore que bah, finalement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à faire dans un développement d'actifs finalement. Oui, oui, oui. On est limité par certaines contraintes réglementaires, Mhm. mais quand même, le champ des possibles reste vaste. Il Qu'est-ce que faut être tu entends par des contraintes réglementaires? Qu'est-ce qui aujourd'hui serait les plus problématiques? on va avoir des contraintes réglementaires au niveau de tout ce qui touche la réglementation Chine. Euh, Oui, pour le non euh, NP et tout ça. voilà. Ouais, ouais. L'enregistrement. Mhm. Voilà. Donc c'est vrai que on le dit souvent, c'est un peu un paramètre qui va brimer la créativité, mais on est soumis à cette contrainte depuis bientôt plus de 10 ans. Non, ouais, c'est ça, hein. Et, et depuis 10 ans, ça ne nous a pas empêché, ça a empêché personne dans le monde de la cosmétique d'innover. Donc finalement, c'est peut-être pas si limitant que ça, cette réglementation EKI, même si ça nous fait un peu nous creuser la tête quand même. Exactement. Et comme on dit, toute contrainte est créative en fait. C'est ça, ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Source de créativité, donc il faut Voilà, prendre ça, l'intégrer dès le départ et dire comment on c'est peut, ça. avec cette contrainte-là, quand même Mhm. être créatif. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment quelque chose à intégrer en amont, Mm. mais ça ne nous empêche pas d'être créatif par la suite. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, donc là, on parlait d'éco-extraction, donc on a vu tous les solvants en fait, qui sont plus divers, on va dire, des nouveaux types d'extraction, nouvelles mécaniques d'extraction. Est-ce qu'il y a d'autres Mhm. choses qui pourraient être intéressantes pour l'éco-extraction? Bon, après, il y a plein d'autres technologies que j'ai pas présentées ici. Il y a tout ce qui est biocatalyse aussi, qui est très intéressant, tout le travail avec les enzymes qui offre un panel très très large d'extraction. Il y a aussi tout ce qui est extraction par extrusion. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités et qui ne nécessitent pas forcément de gros investissements pour faire des extractions vertes et originales Hmm. et performantes. C'est performante, ouais. Voilà. Les Voilà. nouvelles molécules, pour identifier de nouvelles C'est molécules. ça. Ouais, super. C'est ça. Donc, Mm. une fois qu'on a fait, donc on a finalement extrait Notre extrait.
Voilà. L'extrait, l'activité, enfin la molécule active, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant, on va s'appuyer sur notre troisième pilier qui est l'objectivation de l'ingrédient, parce que c'est quand même vraiment un pilier qui est très important, puisque c'est quand même là-dessus que va se reposer les revendications de l'actif. Donc, ben on va pouvoir dégager une activité originale qui n'est pas observée dans les extraits conventionnels grâce à la composition chimique de l'extrait. Donc, si on a mis en évidence des métabolites qui n'existaient pas dans des extraits plus conventionnels, donc ça, on va dire, c'est la première approche la plus classique. Ce qui est intéressant vraiment, et là, on arrive, c'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus souvent, c'est que parallèle à des tests classiques de biologiques, beaucoup de sociétés vont mettre en place des tests biologiques très originaux. Et si tu le permets, pour illustrer cette partie-là, je voudrais prendre comme exemple l'ingrédient cannabiasens de Vitrus Biotech, qui a reçu le Gold Best Ingredient Award in Cosmétique en 2020. Et c'est un exemple qui est vraiment très intéressant parce qu'il résume vraiment bien les trois piliers dont on est en train de parler. Donc, c'est un ingrédient qui est obtenu à partir de culture végétale de cannabis sativa, qui contient, donc cette culture cellulaire, elle contient une fraction lipidique bien spécifique. Donc ça, c'est en ce qui concerne la matière première. Cette matière première, donc cette biomasse, elle va être extraite avec des ultrasons, puis par biocatalyse pour fractionner ces lipides. Et ensuite, parallèlement à des tests biologiques classiques, cette société a développé un test in vitro très original qui met en évidence l'axe de communication entre le microbiote de la peau et le cerveau pour mettre en évidence un effet well aging et modulation de l'émotion. Et en fait, ce test met en évidence l'activation positive du cerveau sur des cultures de neurones sensoriels à travers la peau. Donc déjà, rien que le test in vitro, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué comme ça, sans illustration, mais rien que déjà, ce test est très original et très technique aussi. Et ça met en évidence cette communication justement entre les cellules de la peau et le cerveau, qui est quand même un axe très, très tendance en ce moment. Et voilà, donc c'est vraiment un très beau test. Et qu'est-ce qu'on traduit, alors, si tu peux me permettre, qu'est-ce qu'on traduit avec ce type de test? Donc, par exemple, là, ça veut dire quoi? Quel est le bénéfice de ce test? Parce que Alors, pour nous, scientifiques, ça nous parle, mais finalement, consommateur, est-ce qu'il va comprendre tout ça? Qu'est-ce que ça veut alors dire? Quoi? l'avantage, en fait, c'est là où vraiment il y a une très belle articulation au niveau de l'objectivation, c'est qu'en fait, ce test in vitro qui est très technique, qui va parler à des scientifiques, mais qui peut ne pas parler à des consommateurs, ce test in vitro a été traduit, a été confirmé par une étude clinique en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et en fait, toute cette modulation émotionnelle, cette communication, ce bien-être qu'on observe grâce à l'application de la crème, il a été mis donc en évidence grâce à ce test clinique, où en fait les volontaires ont appliqué sur le visage une crème qui contenait cet actif, et par IRM, on a regardé quelles étaient les zones du plaisir du cerveau qui étaient stimulées suite à l'application de cette crème. Et ces zones ont été comparées aux zones stimulées lorsque l'on mange du chocolat. Donc là, ça parle à tout le monde, Ouais, c'est normalement. ça. Mangez plus de chocolat, Voilà, mettez-vous de la crème. C'est voilà, bon, ça, pour les tests. c'est ça. Et dans les deux cas, on observait le même effet ocytocine-like. Donc l'ocytocine, c'est un neuropeptide et c'est l'hormone du bonheur. Donc, on voyait que, et dans le cas de l'actif, cette simulation des zones du plaisir apparaissait seulement 15 minutes après l'application de la crème. Donc, on voit vraiment que finalement, grâce à l'application de cette crème, très rapidement, on avait un effet Bien-être. de bien-être, hein,
qui était mesurable par IRM. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très original et on a une continuité entre le test in vitro et le test in vivo, pardon. Non, pardon, le test in vitro et le test clinique. Voilà, in vivo. Et ouais. Vas-y, ouais, c'est vraiment intéressant parce que ça me fait penser que vraiment on a de plus en plus les possibilités maintenant de montrer le bénéfice, le vrai bénéfice bien-être, on va dire, au c'est niveau du ça. cerveau, parce qu'on arrive à faire des images exceptionnelles aussi, et à montrer scientifiquement que la cosmétique, et que par sa composition, hein, évidemment, comme actif et comme matière première, et comme ingrédient, Ça. elle peut avoir un vrai bénéfice bien-être aujourd'hui qu'on arrive à démontrer scientifiquement avec des images, Ouais, par exemple du cerveau, et voir que c'est sur les ça. zones du cerveau sont stimulées ou apaisées, en fait. Hein. Oui, oui. Ça va vraiment au-delà du questionnaire de satisfaction des Ah. volontaires, parce que ça reste toujours quelque chose de subjectif, même si sur le panel, on va avoir des moyennes statistiques. Mais là, grâce à un outil par imagerie médicale, finalement, on arrive à prouver scientifiquement quelque chose qui est très subjectif. Finalement, le plaisir, non, finalement, ça se mesure aussi scientifiquement et ça donne une plus-value supplémentaire à l'ingrédient, à cette objectivation. Tout à fait. Voilà. Comme quoi, la Voilà. cosmétique, c'est la beauté, mais bien-être aussi, finalement. Et donc, on C'est arrive ça, à c'est toucher vrai. du doigt Ouais, maintenant, vraiment. ouais, ouais, ouais. C'est vraiment C'est vraiment global. Et du coup, voilà, sur cet intéressant. exemple-là, pardon. Pardon, ça illustre bien, excuse-moi, l'importance de l'objectivation d'un actif, en effet. Tout à fait, tout à fait. Et dans cet exemple, ce qui était intéressant, bon, on l'a vu, il y avait ça réside dans le choix de la matière première, de l'extraction qui est originale, et aussi de cette objectivation où voilà, il y a des tests classiques qui sont faits, donc il y a quand même un côté réassurant, compréhensible de l'activité de l'ingrédient. Et en parallèle de ça, il y a vraiment deux beaux tests in vitro et in vivo qui sont très techniques et très audacieux, et pour revendiquer des claims qui sont très tendances, tout ce qui est le well aging, la piscine, la communication microbiote cerveau. Donc c'est vraiment très important et ça fait un bel ingrédient, vraiment. Mm. Voilà. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que donc, vraiment, il est important aujourd'hui, quand on veut développer un actif cosmétique qui soit innovant et différenciant, c'est vraiment de bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut cibler, quelle est la target, quelle est la cible, et qu'est-ce qu'on veut, sur quels paramètres on veut jouer, et regarder localement vraiment le sourcing des matières premières, des actifs, pour avoir un terroir qui soit intéressant et différenciant. Donc, c'est Mm. vraiment intéressant. De faire du développement durable, évidemment. D'aller chercher aussi des méthodes d'extraction un peu différentes qui permettent de sortir des molécules actives qu'on ne connaît pas aujourd'hui dans Tout à certaines fait. plantes. Et Mhm. ensuite, de vraiment travailler sur l'objectivation de cet actif pour vraiment le valoriser au mieux, et montrer vraiment son efficacité et sa C'est différence ça. de activité Oui. biologique. Et bien Mm. Ce sera vraiment le point d'orgue pour montrer l'efficacité de l'actif. Ouais, tout à fait. super. Ouais. C'est Ouais. vraiment intéressant, Frédéric, pour tous ces partages. Je te remercie énormément parce que, Ouais. en plus, beaucoup d'illustrations, donc ça permet vraiment de clarifier l'importance de tous ces paramètres, vraiment Mm. de ce triptyque, comme on avait décidé Ouais. et discuté au début ensemble, pour développer un actif vraiment différenciant et Ouais. innovant. Ouais. Merci pour Et ce partage. ouais, si je peux juste me Oui, permettre pour conclure, parce qu'en oui, fait, bien sûr. on a vu que voilà, pour innover et se différencier, voilà, on avait un gros travail technique qui concerne voilà, pour valoriser la matière première, le procédé, l'objectivation. Mais il faut vraiment pas oublier que le point crucial de ce travail, c'est vraiment tout ce qui va se faire en amont. Ça va être tout ce qui est recherche bibliographique et recherche scientifique, parce que c'est ça qui va permettre de bien identifier les potentiels de la plante,
de bien d'orienter convenablement l'extraction pour qu'elle soit sélective, spécifique et différenciante sur un procédé brevetable. Et aussi tout ce travail théorique pour concevoir, pour étudier les mécanismes moléculaires qu'on veut cibler et pour élaborer aussi ces tests biologiques. Voilà, donc il y a vraiment un gros travail en En amont. amont. Hmm. Et après, bien évidemment, après, plus dans le concret, dans l'expérimental. Mais c'est vraiment deux choses qu'on ne peut pas dissocier, en fait. Ouais, Voilà. bien sûr. Non, mais c'est comme tout. Je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir à la conception de tout ça avant de se lancer dans une aventure parce que ça prend quand même du temps, j'imagine, Oui, de développer un actif. Est-ce que tu peux nous donner une ordre d'idée, à peu près une grandeur? Combien de temps il faut pour développer un actif? on va dire de l'idée jusqu'à la commercialisation, ça peut prendre entre 1 à 3 ans Hmm. en fonction des difficultés qu'on va rencontrer, en fonction oui, des choix que l'on sera, des mises au point qu'on sera obligé de faire, etc. Mais oui, entre 1 et 3 ans, au plus long. C'est comme tout, il faut du temps pour faire les bonnes choses. C'est ça. D'où la nécessité de vraiment bien Ciblé. travailler en amont pour qu'après, tout s'accélère au mieux et tout s'articule au mieux. De rien oublier, d'oublier aucune étape. Bien évidemment, je n'ai pas parlé de tox, mais c'est aussi très important. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en amont. Déjà, de faire aussi un peu de pré-screening sur la tox des plantes, etc. Voilà. Et une fois que c'est tout bien réfléchi en amont, après, c'est plus fluide. On aura toujours des contraintes techniques, on rencontrera toujours des difficultés techniques, mais quand c'est bien travaillé en amont, après, ça roule mieux, c'est plus fluide. C'est ça. Et ça, donc en fait, ça fait penser que tout développement demande de travailler avec des partenariats. Donc, comme tu dis, là, des experts en toxicité ou des experts dans tout ce que j'imagine aussi pour le sourcing, ou Bien sûr. des Ouais. experts techniques pour l'extraction et aussi Mm. pour l'objectivation et trouver les bonnes méthodes. Donc, C'est ça. c'est Ouais. comme développer un produit cosmétique, développer un actif, ça demande une équipe d'experts Oui, main ouais, dans ouais. la main pour vraiment et prendre Mhm. en compte tous les paramètres importants pour C'est développer un ça. C'est ça. Et de faire intervenir toujours les partenaires au bon moment, c'est de ça. manière à maximiser le développement et de manière à perdre le moins de temps, à être le plus efficace dans son développement. Et c'est vraiment le point crucial. Mmh. Super. Merci Frédéric. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses pour, du coup, par rapport au sujet, par rapport à ce triptyque? Non, je pense que On a bien fait le tour, j'en ai. On a bien fait le tour. c'est vrai. Alors du coup, Frédéric, comment on fait si on veut te retrouver, te contacter, en savoir plus sur toi et sur Nature Insight? Comment on fait? Et ben pour me contacter, c'est simple. Je suis sur LinkedIn. J'ai mon profil à jour sur LinkedIn, donc avec mes coordonnées. Donc, on peut me contacter par ce biais-là. Donc Frédéric Portolan. C'est ça. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas et je te dis Merci Marion. à très vite. À très vite. Et c'est un plaisir de participer. À bientôt. Salut.